Bon, je vais voir maintenant une petite vidéo concernant le traitement de l'information qui peut se traiter soit en général, traitement de l'information en général, ce ne sera pas mon cas ici, mais ici ce que je vais voir c'est le traitement de l'information dans l'entreprise. Voilà. Bon, il faut savoir d'abord que l'information, qu'est-ce que c'est? C'est un concept, hein. C'est d'abord et avant tout un concept. C'est-à-dire, étymologiquement parlant, ça concerne quelque chose qui donne une forme à l'esprit. Hein, quelque chose qui donne une forme à l'esprit. Bon, ça c'est étymologiquement parlant. Voilà, on peut dire ça comme ça. Bon, l'information est capitale. L'information, c'est quelque chose de capital. Capital où? Dans quel domaine? Mais dans le domaine militaire, dans le domaine scientifique, dans le domaine spatial, dans le domaine de l'entreprise, dans le domaine social. Enfin, vous verrez que là, partout où il y a des êtres humains, c'est-à-dire ouais, ici un petit problème. Voilà. Partout il y a des êtres humains qui veulent communiquer, entre eux, faire passer un message. Voilà. L'information est porteur de messages. Voilà. Et l'information peut-être, je veux dire, doit être effectuée par un vecteur de transmission. Et le message peut être de différentes manières, hein, vu de différentes manières. Le message peut être codé de manière alphabétique, de manière numérique, hein, par des chiffres, enfin, voilà, par des alphabets, par l'alphabet, les lettres de l'alphabet. En faisant, bien sûr, des lettres de l'alphabet, on en fait des mots, des phrases, et avec une syntaxe, bien, vous avez, je veux dire, des phrases, et puis des phrases, vous faites des textes, et avec ce texte-là syntaxique, répondant bien sûr aux normes d'une langue, eh bien vous avez un message. Un message peut être transmis, je veux dire, via sujet, verbe, complément, etc. Donc en fait, on a de l'alphabétique, on peut avoir du numérique, hein, dans une entreprise. Si on gère des marchandises avec des codes barres ou avec des références, eh bien là, ce sera avec des informations, de l'information numérique. Bon, l'information peut être aussi par pictogramme et autres, hein. Bien sûr, idéogramme, pictogramme, etc. Hein, quand vous faites des mathématiques, bon, vous voyez des idéogrammes, notamment par les notions ensemblistes. Les notions ensemblistes, vous voyez donc les notions d'idéogrammes. Quand vous faites de la peinture, c'est aussi de l'information, hein. L'information aussi qui est par idéogramme en fait. Je fais juste une petite mise au point. Voilà. Voilà. Donc l'information est capitale dans tous les secteurs d'activité, c'est ça que je veux dire. Et auparavant, bien sûr, il y avait des anciens métiers où le traitement de l'information n'était pas automatisé par ordinateur, hein. D'ailleurs, je vous rappelle encore ce petit bouquin, Les métiers oubliés, où il y avait de nombreux métiers qui nécessitaient bien sûr le traitement de l'information. Quand il y avait des systèmes, par exemple des entreprises artisanales, mais je veux dire, pour acheter de la filature, il fallait aller chez le, voilà, pour le fil ici,
Hein, la dame devait aller acheter son fil quelque part et parler avec le commerçant qui vendait ses bobines de fil pour voir quand qu'elle serait, je veux dire, elle aurait ses bobines de fil. Quand est-ce qu'elle serait fournie en bobines de fil? Je veux dire, voilà. Et donc ça nécessite de parler avec quelqu'un, de communiquer. Donc la communication verbale, attention qu'il y a la communication verbale et non verbale, eh bien, permet de transmettre des messages et donc de savoir certaines choses pour le travail, par exemple, pour le travail. Dans les écoles, bien sûr, c'est un lieu d'échange d'informations, fatalement, parce que l'information scientifique, technique, l'information, on communique que de l'information, en fait. Un système, quand on va dans un, comment on appelle ça, un centre de formation, bien sûr, c'est de l'information qui est communiquée, une information qui est communiquée, voilà, via un formateur. Et dans une école, l'information passe par un professeur l'information est transmise, je veux dire, à des élèves. Donc, on voit qu'on a le traitement de l'information, je veux dire, ne se fait pas de la même manière maintenant qu'auparavant, mais avant, il y avait toujours, bien sûr, l'information, un transfert d'informations entre un émetteur et un récepteur. Donc, on avait toujours le schéma de la communication avec un émetteur et un récepteur, bien sûr, et un message, hein. Voilà. Et alors, il peut être soit monodirectionnel si une personne parle à une autre. Hein, si la personne se parle à elle-même, c'est un monologue. Si elle parle à une autre personne, c'est monodirectionnel. Et s'il y a échange, c'est bidirectionnel. Voilà. On peut avoir transmission d'informations bidirectionnelle. Voilà. Et donc, ici, le support de transmission, bien sûr, c'est l'air. C'est l'air. Bon, vous comprendrez que les métiers évoluant, mais fatalement, les techniques évoluant, bien sûr, est apparue l'ère de l'informatique, c'est-à-dire l'information automatique. L'information automatique, c'est-à-dire traitée par un support automatique, qui est, vous l'aurez compris, l'ordinateur. Attention qu'une calculatrice, comme je vous ai dit, est un vecteur de transmission d'informations qui est là, ce sont des calculs qui sont transmis. Hein, vous faites un petit calcul et vous rentrez dans l'information de nombre et il vous répond, la machine vous répond par un résultat qui est un nombre. Donc en fait, il y a bien un échange entre vous et la machine à calculer. Donc la machine à calculer est un système d'information qu'on appelle calculateur, qui permet de faire des calculs et de vous renvoyer le résultat. Donc il y a bien une information, je veux dire, voilà, sous forme numérique. Sous forme numérique. Voilà, donc en fait, comme je vous ai dit, on retrouve l'information capitale au niveau militaire, scientifique, spatial, dans tous les domaines, au niveau commercial. Hein, il n'y a aucun domaine de l'être humain qui échappe, je veux dire, au système de l'information. Dès le moment où, je veux dire, on a des êtres humains qui désirent communiquer dans un monde, qui désirent échanger et donc communiquer dans un monde, eh bien, fatalement, il y a échange d'informations et donc il y a échange d'informations. Donc, c'est-à-dire une structure conceptuelle qui permet de, je veux dire, de transmettre d'une personne à une autre, ou soi-même, parce que je l'ai dit, un monologue c'est par rapport à soi-même, donc d'échanger tout un ensemble de structures, de formes, de structures mises en forme pour l'esprit. Voilà, une structure mise en forme pour l'esprit. Et bien sûr, cette mise en forme pour l'esprit, bon, concerne, si on est dans le domaine scientifique, des informations scientifiques. Si on est dans le domaine militaire, des informations militaires qui sont capitales pour gagner une guerre. Si on est dans le domaine, je sais pas moi, domaine social ou psychologique, domaine psychologique, ben, ce sera mise en forme en référence avec voilà, avec une référence à ce qui est psychologique ou psychiatrique. Voilà, je voulais déjà mettre la notion de données ici, mais ce n'est pas le cas.
Voilà, on parlera de données quand on parlera d'informatique. Hein. Les données, c'est-à-dire quand on aura un support qui va traiter, je veux dire, des informations sur base de données. Pourquoi données? Parce qu'en fait là, les données sont stockées en mémoire. Donc fatalement, il y a des unités d'information qui sont situées dans des zones mémoire. Donc fatalement, là on parlera de données. Hein. On ne parle pas de données quand quelqu'un parle vis-à-vis d'une autre personne. On parle de data, de données, quand les données doivent passer, qui ont une certaine forme, doivent passer par un système mémoire où il va être logé comme dans un tiroir, voilà, sur base d'un nombre de bits bien précis, 8, 16, 32 bits, etc. etc. Voilà, voilà des multiples de 8. Des multiples de 8, on peut loger ça dans des zones mémoire, en fonction bien sûr de la mémoire fabriquée. Hein. Ils peuvent fabriquer ce qu'ils veulent comme type de mémoire. Voilà, les constructeurs peuvent vous fabriquer des types de mémoire 8, 16, 24, 32 bits, voilà. Et plus le monde contemporain, plus le monde évolue, et plus bien sûr vous comprendrez que les capacités mémoire sont plus grandes au niveau segmentation de la mémoire. Bon, ceci étant dit, l'information donc a toujours été présente, qu'elle soit au Moyen-Âge, que ce soit au Moyen-Âge, que ce soit, je veux dire, dans les temps préhistoriques, ou maintenant. Rien n'a changé. Il y a toujours eu, je veux dire, échange entre hommes. Hein, quand je dis homme, ça peut être homme ou femme ou enfant, peu importe, on s'en fout. Mais entre hommes, ça veut dire que je généralise homme, femme, enfant, peu importe. Voilà, entre hommes, c'est-à-dire l'homme a toujours voulu échanger entre lui pour diverses raisons, pour vivre tout simplement. Parce qu'on est dans un monde où tout bouge, hein, et je veux dire, l'être humain, on lui a donné, je veux dire, des facultés, des sens spécifiques qui permettent de communiquer. Mais les animaux aussi, beaucoup d'animaux peuvent communiquer, mais pas à la manière des êtres humains. Bon, l'être humain est un animal, je veux dire, dit super intelligent, hein, qui permet une certaine créativité, et donc possède des sens de créativité de 1 et des sens de différents types de sens, notamment de communication. Et la communication pour l'être humain, c'est fondamental pour fonctionner dans un environnement où il va faire évoluer son environnement, hein, par la construction, par voilà, par la gestion de son environnement, la construction de son environnement, etc., etc. Il peut faire, par rapport à la communication, traitement de l'information, il peut faire énormément de choses, et ceci dit, ça a toujours existé depuis la nuit des temps, si ce n'est que maintenant, le traitement de l'information est automatisé, ce qui a donné, non pas, on n'a plus, on va dire, tout à fait la même configuration qu'avant, parce que les supports ne sont plus les mêmes. Hein. Traitement de l'information, maintenant, le support, c'est bien un support informatique. Un support informatique. Voilà, ceci étant dit, sachez qu'il existe, je vous ai montré les anciens métiers. Les anciens métiers auparavant nécessitaient, comme je vous l'ai dit, un traitement de l'information. Hein. Regardez ici, on voit des personnes en groupe, hein, entrer de la forge. Mais j'imagine que ces gens-là doivent communiquer, va laver le cheval, je vois qu'il y a un cheval, va nettoyer le cheval, hein, va mettre la selle au cheval, voilà, il y a plusieurs types qu'on peut faire au cheval, mais on va dicter des règles, enfin on va dicter comment est-ce qu'on appelle ça, des ordres à un travailleur pour, à un maréchal ferrant par exemple, de faire certaines choses au cheval. Donc ça c'est le traitement de l'information. Parce que si l'information ne lui arrive pas, ben, je veux dire, il ne saura jamais qu'il faut faire ça. Voilà, on parle pas par la pensée, on parle par la parole. Hein. C'est la parole qui parle. Quoique par la pensée, il y a moyen de faire transmettre certaines choses, mais par la programmation neurolinguistique aussi, fait apparaître certaines choses. Mais généralement, le canal le plus normal pour la communication, c'est le langage verbal. Quoique le langage non verbal peut faire apparaître beaucoup de choses aussi, et peut supplanter aussi le langage verbal.
sous certaines conditions. Sur certaines conditions, sous certaines... par exemple, un professeur qui, qui monte son doigt comme ceci, il monte son doigt, hop, bon, c'est un langage non verbal, mais les gens ont compris qu'il faut faire attention. C'est ce que ça veut dire. Bon, donc il y a, et ça, bon, ça il fera ça comme ceci sans parler. Hein, il va montrer son doigt sans parler, dans certaines conditions spécifiques. Voilà, c'est dans certaines conditions spécifiques qu'il fera ça. Voilà. Sinon, il dira explicitement, écoute, veux-tu te taire, sinon tu auras une punition. Tu auras une punition écrite, par exemple. Voilà, donc il va le dire soit verbal ou soit de manière non verbale. Mais généralement, le canal le plus normal, c'est la communication verbale. Voilà. Parce que là, elle est plus compréhensible, voilà, elle est moins directe et moins agressive. Moins agressive pour certaines choses. Parce que pour d'autres, bon, peut-être le langage non verbal n'est pas forcément qu'un langage agressif. Vous comprendrez qu'il y a aussi une partie du langage non verbal qui est, je veux dire, plus soft. Voilà, on peut retrouver l'agressif, le soft, tout ce que vous voulez. Bon, ceci étant dit, ça c'est l'information. Bon, l'information, elle est traitée par différents types de métiers. Et les métiers font travailler le corps. Hein, le corps, on travaille avec les métiers du corps humain. Beaucoup de métiers, dont des anciens métiers, travaillent au pied. Bon, par exemple, si je prends un chauffeur de taxi, un camionneur, il ne tient pas que le guidon, hein, il a des pédales, donc il travaille aussi, il travaille ses pieds, je veux dire, il travaille ses mains et ses pieds. Et bien sûr, sa vue, etc. Donc un chauffeur, il travaille ses pieds, ses mains, son esprit, parce qu'il doit faire attention à tout, sa vue, son audition, s'il y en a qui klaxonne derrière ou pas, son audition, ben, il fait travailler beaucoup de choses. Bon, un métier particulier qui travaille beaucoup les pieds, ben, je veux dire, c'est le football professionnel. Hein, football, pourquoi je prends le professionnel? Parce qu'ils sont payés. Hein. Je prends le football amateur, c'est autre chose. Les gens ils ne font ça que pour s'amuser. Mais en football professionnel, c'est leur métier. Donc leur métier, c'est le pied. Si je prends un boxeur professionnel, boxeur, son métier est fait par les poings. Les poings. Les poings. Bon, il gagne sa vie grâce à ses poings. D'autres gagnent leur vie grâce aux oreilles. À leurs oreilles, ils écoutent, ils sont à l'écoute. D'autres, grâce à leur langue et bouche, hein, langue, bouche, etc. Ça, c'est par exemple les journalistes, etc. Il y en a qui, c'est la plume. La plume, c'est la main, et la main, il y en a beaucoup. Hein. Il y en a, c'est l'écriture, par la main, ce n'est que la main. Voilà. D'autres, c'est le manuel. Voilà. Et on retrouvera, bien sûr, les métiers intellectuels. Et bien sûr, il y en a qui mélangent l'intellectuel manuel. D'autres mélangent le manuel avec des pieds. Hein, ouais, parce que, bon, on peut retrouver des gens qui travaillent en manuel, mais qui travaillent aussi les pieds via une presse. Par exemple, une presse, ils doivent une presse hydraulique, venir communiquer, je veux dire, une force d'appui par rapport à leurs pieds à une pédale, par exemple. Une pédale, voilà, ça, ils travaillent le manuel hein, via un levier, par exemple, ils ont un levier et une pédale. Bon, à ce moment-là, bon, ils travaillent aussi bien leurs pieds, leurs mains toute la journée. Et voilà, et ça, c'est leur métier. Donc, vous voyez que vous avez le corps humain. À tous ces organes. Maintenant, il y en a qui ont leur ventre, il sert à la dégustation. C'est leur métier, c'est les papilles gustatives, ainsi que de leur langue, ainsi que leur ventre. Hein. Je veux dire, il y en a qui, leur métier, c'est les métiers du ventre. Du métier du ventre. Voilà, par exemple, de remplir le ventre de certaines personnes, c'est cuisinier. Cuisinier, bon, le but, c'est de remplir le ventre de certaines personnes. Voilà, cuisinier, restaurateur, petite restauration, etc. Bon, voilà. Mais ça, c'est vrai que c'est pas le gars qui mange. Hein, ben, bon. Mais le gars, il est obligé de goûter sa popote pour dire. Mais ça, c'est plutôt les papilles gustatives, mais ça a quand même passé par le ventre. Donc, le ventre va travailler quand même. Donc, je veux dire, pour servir ses clients, il est obligé de goûter. Donc, voilà. Voilà. Donc, il y a les métiers liés, je veux dire, aux organes du corps humain. Ah, certains organes du corps humain, ben, je veux dire, on en fait un métier. Alors, tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire que
l'information est capitale dans un monde, euh, quel qu'il soit. Du moment qu'il y a des êtres humains, l'information est capitale. Je vous ai dit, je vous ai assez parlé des échanges qui peuvent avoir à n'importe quel moment du cours de l'existence de l'humanité. L'être humain a toujours voulu communiquer. Hein. Aujourd'hui, on communique, je veux dire, dans une tribu. Demain, on communique avec d'autres tribus. Et puis, après-demain, on va communiquer avec des contrées éloignées, des populations de contrées très éloignées où on désire échanger avec eux en passant, bien sûr, en faisant de longs trajets, en passant par les mers, en montant par les montagnes. Et c'est ce qui s'est passé avec les explorateurs et les navigateurs qui ont voulu, je veux dire, se mettre au diapason des nouvelles populations pour pouvoir échanger avec un nouveau monde. Voilà. Et le but, c'est toujours d'échanger, faire, voilà, tisser un lien de contact humain par rapport à diverses contrées, diverses populations. Voilà, ceci étant l'information. Mais l'information en général. Maintenant, je vais parler de l'information dans l'entreprise et plutôt son traitement de l'information dans l'entreprise. Bon, le service de traitement de l'information fonctionne comme dans toute entreprise. Maintenant, j'en reviens au traitement automatique de l'information, c'est-à-dire je retombe sur l'informatique, non pas l'information tout court. Traiter l'information grâce à un support, à l'aide d'un support informatique qu'est l'ordinateur. Bon, qu'est-ce que c'est qu'un ordinateur? C'est tout bonnement un système de traitement de l'information. Il va traiter l'information. Quel type d'information? Ben, ce seront que des bits. Voilà, ce sont un ensemble de bits. Mais ces bits peuvent représenter quoi? Ben, de la couleur. Voilà, de la gestion de couleur. Un dessin sous forme de ligne, d'arc. Voilà, on peut dessiner ce qu'on veut. On peut dessiner ce qu'on veut sur un ordinateur via un logiciel de traitement graphique. Je peux faire des photos en couleur. Voilà, retraiter les couleurs. Je peux faire du calcul. Il va me servir de calculateur. Je peux faire du graphisme. Graphisme, oui, il y a deux types de graphisme. Il y a le graphisme comme on retrouve avec Adobe Photoshop, etc. Mais il y a du graphisme tel que faire des graphes mathématiques, c'est-à-dire par exemple avec GeoGebra. GeoGebra, vous pouvez faire des graphiques mathématiques. Voilà. Donc il y a des calculateurs comme Excel. Il y a tous des programmes qui vont vous aider pour traiter l'information selon le domaine dont vous désirez. Par exemple, si vous êtes en gestion, ben, vous allez vouloir que vos secrétaires, je veux dire, utilisent un logiciel pour leur faciliter la tâche. C'est-à-dire elle va devoir encoder un bordereau, je sais pas moi, faire un devis. Quoique le devis, je sais pas si c'est pas les secrétaires qui le font. Le devis, ça peut être fait par du personnel autre parce que ça nécessite des connaissances techniques. Donc le devis, c'est plutôt du personnel autre que le secrétariat qui le fait. Bon, on peut encoder, par exemple, les factures, faire de la facturation. Voilà. La gestion de clients, gestion des fournisseurs. Voilà, facturation, gestion de clients. Quand je dis gestion de clients, ça veut dire c'est toute une base de données clients avec leur nom, leur numéro, voilà, combien de fois ils sont venus, voilà, ils sont venus acheter, qu'est-ce qu'ils ont déjà acheté dans le commerce, etc., etc. Fournisseurs, c'est tous les fournisseurs pour lesquels on achète la marchandise pour pouvoir, je veux dire, soit la revendre ou soit la traiter pour un produit fini. Pour avoir un produit fini et la revendre. Voilà. Donc en fait, quelque part, bon, vous voyez que l'informatique, c'est quoi? C'est juste un traitement d'informations sous forme de données sous forme de bits qui peuvent représenter tout un monde de, voilà. Ça peut être aussi, je sais pas moi, traiter des informations. Ouais, comme j'ai dit, calculateur. Bon, ça peut être beaucoup. Il y a des calculateurs, on peut voir toutes sortes de calculateurs. Hein. On peut calculer ce qu'on veut. Hein.
Je ne vais pas commencer à énumérer tout ce qu'on peut calculer, mais calculateur, vous avez les calculateurs temps réel en entreprise, dans les entreprises, qui jouent le rôle d'automate programmable, en fait. Voilà, via des cartes qu'on insère dans des paniers et qui font qu'on a des calculateurs qui vont calculer certaines choses. Voilà, certaines choses. Au travers, bien sûr, de transmission de données, de capteurs. Ce sont les capteurs qui vont envoyer l'information au calculateur et lui, il va calculer, bien sûr, certaines choses. Voilà, et il pourra, bien sûr, le calculateur, le périphérique temps réel, pourront, bien sûr, renvoyer, je veux dire, des informations, je veux dire, à des actionneurs. En fonction de ce qu'il a calculé, il va soit enclencher soit une vanne ou déclencher une vanne ou peu importe. Mettre un signal lumineux ou pas, ou peu importe, il peut faire une multitude de choses. Bon, donc le traitement de l'information, c'est uniquement un traitement d'information de bits qu'on met bien sûr dans une mémoire qui est traitée bien sûr par un processeur en général, CPU. Donc Central Processing Unit, et bien sûr, et gestion mémoire, avec bien sûr pas mal de choses qui tournent autour de ça. Hein. Bon, le but c'est pas de voir ça, mais c'est pour vous dire que ce sont des traitements, c'est juste des échanges internes qu'il va avoir. Et comment se font les échanges? Mais on va prendre des données ici, on va les mettre au CPU, et du CPU, il va les renvoyer à la mémoire. Donc vous voyez, c'est quoi? C'est juste des lectures-écritures. Donc en fait, l'informatique, c'est tout simplement des lectures, des lectures suivies de traitement de l'information avec une écriture. Une écriture où, mais généralement, pour avoir un échange avec l'être humain, comme il a des yeux, c'est pour voir sur un écran. Donc l'information est traitée toujours via un écran. Donc quand vous faites de l'informatique, vous devez toujours avoir un affichage à l'écran. Bien sûr, vous pouvez avoir une sortie imprimante. Là, vous sortez sur du papier. Sur du papier, là, vous sortez des informations sur papier ou via une tablette. Si c'est un dessin, vous sortez par un... Je sais plus comment on appelle ça. Voilà, vous dessinez... voilà, je sais plus comment on appelle le nom. Voilà, vous faites un dessin sur AutoCAD. Vous sortez le dessin sur AutoCAD sur une tablette graphique, si vous voulez, une tablette graphique qui va vous dessiner dans un modèle de feuille bien précis, mais le dessin que vous avez dessiné à l'ordinateur. Donc, il faut toujours une certaine écriture, c'est-à-dire une certaine visualisation, je veux dire, et là, comme je l'ai dit, des données informatiques, qui se trouvent sous forme d'états binaires dans une mémoire. Voilà. Et donc, on parlera de données. Les informations sont en mémoire et sont traitées par le CPU. Bien sûr, comme je vous dis, il y a plein de choses autour. Hein. Bon, le but, c'est pas... Quand je verrai les cartes périphériques, je vais vous montrer que tout ce qui est autour. Mais ici, c'est pas le but, hein, parce qu'il y a tellement de choses autour. Voilà, avec des buffers, etc., des timers, etc. Bon, des timers, il y a plein de fonctions qu'on peut mettre voilà, ici, mais c'est pas le but ici. Ici, donc, vous avez toujours une lecture de l'information, traitement de l'information et une écriture, que ce soit en interne via les composants électroniques internes ou en externe. Quand je parle en externe, c'est entre deux postes. Voilà, une transmission entre postes. Voilà, c'est une transmission de données entre postes informatiques. Voilà, donc vous avez une transmission interne, des transmissions internes, des données qui transitent à l'intérieur en lecture-écriture avec traitement. Et là, vous pouvez avoir un échange intérieur comme un échange extérieur. Tout comme un être humain peut parler avec lui-même, mais il peut échanger avec quelqu'un d'autre. Bon, maintenant, comme je vous l'ai dit, l'être humain peut parler, je veux dire, à quelqu'un d'autre. Là, s'il se parle à lui-même, c'est l'ordinateur. Vous travaillez avec un ordinateur, un monoposte. Maintenant, si vous parlez avec quelqu'un à l'extérieur et que vous dialoguez pas, vous faites un... Voilà, vous parlez uniquement, vous donnez des informations uniquement dans un sens. Bien, là, ça peut arriver, là c'est monodirectionnel. Hein. Généralement, qui est monodirectionnel, c'est quand on a du maître-esclave. Hein. Je veux dire, mais attention que l'esclave peut renvoyer des informations. Hein. Voilà, mais le maître, il ordonne certaines choses à l'esclave. Donc ici, et si vous avez un échange comme ceci, c'est un échange bidirectionnel. Voilà.
Ça, c'est un échange bidirectionnel. Comme vous avez ici, vous pouvez avoir un dialogue entre deux personnes, mais vous avez un échange bidirectionnel. Voilà, et donc le traitement de l'information, c'est surtout ça, c'est de la lecture de données, traitement de l'information et l'écriture. Et là, on peut, on va dire, gérer toutes sortes de types de données. Toutes sortes de types. Que ce soit les données d'un stock, les données de facturation, les données de statistiques sur une population, etc. Bon, ouais, bien sûr, les jeux font partie, bien sûr, du traitement de l'information. Les jeux, c'est tout simplement, je veux dire, des animations au niveau de l'écran, de personnages, d'objets, etc. Hein, c'est une animation, donc fatalement, les jeux, surtout les jeux, bon, maintenant, auparavant, les jeux ne nécessitaient pas beaucoup de mémoire. Maintenant, les jeux nécessitent énormément de mémoire. Plus on fait des ordinateurs assez gros, puissants, et plus on rajoute. Donc en fait, c'est une course effrénée entre les constructeurs qui font des logiciels ou des progiciels, si vous voulez. C'est plutôt des progiciels. Parce que le logiciel, c'est plus à grande échelle. Progiciel, c'est. Enfin, progiciel, je crois que c'est à grande échelle. Et le logiciel, c'est pour un besoin spécifique d'un client. Voilà, le logiciel, c'est plutôt pour un besoin spécifique pour un client, alors que le progiciel, c'est pour une large clientèle, une plus large clientèle. Voilà, donc ici, l'animation, on est dans une course effrénée, je veux dire, de gestion mémoire. Gestion mémoire par rapport aux constructeurs qui offrent des composants électroniques, bien sûr, parce qu'un ordinateur, c'est d'abord et avant tout de l'électronique. Hein. Ça, il faut le savoir. Bien qu'on a dans une interface qui ne fait pas entrevoir l'électronique, derrière tout ça, c'est de l'électronique. Hein. C'est de la pure électronique, pure. Et je dirais même plus, c'est même pas de l'électronique analogique aussi, pour l'alimentation aussi. Quoique on peut avoir des alimentations aussi, je veux dire, par commande digitale. Mais il y a toujours de l'analogique hein, dans une alimentation. Mais en général, les alimentations, c'est analogique. Voilà. Et après, il y a toutes les commandes de traitement. Les traitements, on ne sait les faire qu'en numérique. Voilà, numérique, voilà, qui est une tension un peu spécifique, dire qui est sur base carrée. C'est un certain voltage. Voilà. Et ça dépend si on utilise le CMOS, TTL, etc. La technologie CMOS, TTL et autres. Mais je veux dire, c'est une tension normalisée entre tout ou rien. Voilà, c'est deux tensions. Je veux dire, une tension, une certaine tension et une autre. Voilà. On va dire plus V, moins V, ou normalisé, 0 V, ou je peux mettre 0, moins V. Voilà, et V peut-être 5 volts, ou voilà, dans des gammes, voilà, TTL ou CMOS, ou voilà, technologie, ça dépend de la technologie. Et donc, c'est de l'électronique généralement qui va penser, enfin, qui va traiter l'information. L'électronique qui traite l'information, c'est l'électronique généralement digitale. Et donc, quand quelqu'un code derrière son clavier pour faire un programme, mais fatalement, quelque part, il ne l'entrevoit pas directement, mais il joue quelque part avec de l'électronique. Bon, il interface voilà, des données qui sont dans voilà, en mémoire. Il les reporte soit dans un disque dur, soit il traite des informations d'un logiciel ou d'un logiciel au travers, enfin, au travers d'un programme. Eh bien, il va jouer avec la mémoire et le processeur. Et bien sûr, et tous des composants électroniques, comme je vous ai dit, que je verrai un de ces jours. Bon, donc ici, il faut savoir que je ne vais pas parler de l'arrière-plan, ni des communications entre ordinateurs. Hein, quand deux ordinateurs sont interconnectés entre eux, on dit qu'ils sont en réseau, mais il y a les petits réseaux, comme il y a les grands réseaux. Hein. Il y a le réseau planétaire, qui est le réseau Internet, où tous les ordinateurs sont interconnectés entre eux. Dès le moment où on se câble sur Internet, on peut communiquer avec n'importe lequel des ordinateurs de la Terre. Par contre, il y a des petits réseaux. Hein. Des petits postes, des réseaux uniquement d'entreprises, hein, qui font en sorte qu'ils se protègent pour ne pas qu'il y ait des intrusions, je veux dire, de l'extérieur qui puissent venir, on va dire,
Quoique maintenant, la généralité des réseaux sont des réseaux Internet, mais malgré tout, beaucoup de sociétés qui se protègent par des réseaux internes. Des réseaux internes. Voilà. Donc c'est intranet. Il y a intranet et Internet. Voilà. Il y a des réseaux internes comme il y a des réseaux externes, on va dire ça comme ça. Parce que je n'aime pas utiliser les vocats parce que je veux dire ça peut être sous-interpréter certaines choses que je ne voudrais pas. Donc ici, il y a des réseaux internes et des réseaux externes. Voilà. Bon, maintenant, on va en revenir à ce que je voulais expliquer. Qu'est-ce que je voulais expliquer? Je voulais expliquer que les services de traitement de l'information fonctionnent comme dans toute entreprise, c'est ce que j'avais dit auparavant, et qu'on retrouve, bien sûr, et vous l'aurez deviné, le client. Le client, et bien sûr, tout va lui revenir. C'est-à-dire que le client a ce qu'on appelle des besoins. Hein, quand on veut traiter de l'information, le client a besoin d'avoir un programme, par exemple, de gestion. Eh bien, il va spécifier ses besoins au travers d'un cahier des charges. Mais vous comprendrez que quand tout sera terminé, mais que le programme sera, je veux dire, pour le client. Donc c'est pour ça qu'on a un retour au client. C'est lui qui formule les besoins, ses besoins, et c'est lui qui reçoit les besoins formulés, si vous voulez. Si vous voulez, en d'autres termes, le client va passer commande. Hein. Il passe commande, bien sûr, après une étude du problème, hein, parce que ça s'étudie. Hein. Il faut faire une étude. Est-ce que la société en charge est capable, est-ce qu'elle est capable de répondre aux besoins naturels du client? C'est pas dit. Parce que imaginez-vous, vous vendez, je sais pas moi, vous fabriquez des aspirateurs, par exemple. Vous en fabriquez 1000, 2000, 3000 par jour. Il y a une société qui vient et qui vous dit, bon, demain il faut 300 000 aspirateurs. Bon, c'était pas à la portée de tout le monde, 300 000. Alors que vous en fabriquez 1000, pour passer à 300 000, imaginez-vous les changements spectaculaires qu'il faut pour la société pour en avoir 300 000. 300 000, ça veut dire acheter de nouvelles machines, avoir comment est-ce qu'on appelle ça, plus de place, de surface pour reconstruire des nouveaux halls d'implantation, des nouvelles implantations, je veux dire pour construire, voilà, pour passer à une productivité de 300 000, ça va demander, je veux dire, toute une configuration, je veux dire, de l'entreprise où elle a déjà peut-être elle a déjà eu du mal à arriver à avoir, elle a déjà eu du mal à arriver pour avoir à fabriquer 1000, hein, voilà, avec autant d'années, là, tu arrives à 1000, 2000 ou 3000 ou 4000 aspirateurs en construction. Voilà, en fabrication, voilà. Et on lui en demande 300 000. 300 000, bon, imaginez-vous, ça veut dire qu'il faudra aller à la banque, chercher énormément d'argent et répondre aux besoins du client. Alors, moi, je dis la vérité, ici, ce qui va se passer, c'est que, bien sûr, la société va faire des offres à droite à gauche, elle va regarder, et à droite à gauche, elle trouvera sûrement quelqu'un qui a construit, qui a la capacité qui est plus grand en entreprise. Voilà, qui est une entreprise plus grande et qui a la capacité d'en fabriquer 300 000. Voilà, donc elle va directement aller, plutôt que d'attendre la société, la petite société qui grandisse vite, hein, qu'elle doit encore construire dans 3 mois, parce que dans le commerce c'est toujours, on a besoin toujours pour hier. Hein. Donc on ne va pas attendre que l'entreprise commence à se former et attendre que l'entreprise voilà, se crée pendant 2 ans, 1 an ou 2 ans avant d'acheter pour passer commande. Non, les commandes sont urgentes. Donc l'entreprise va faire quoi? Va aller voir ailleurs. Vous en construisez 1000 ou 2000 ou 3000, mais vous n'êtes pas capable de répondre aux besoins. Donc si je vous envoie un besoin aujourd'hui de 300 000, vous saurez très bien que vous ne saurez jamais subvenir à ces besoins-là. Donc ici, les demandes clients, ben, je veux dire, font l'objet d'une étude. Bon, tout le monde n'est pas capable de répondre
à n'importe quel besoin d'un client. Il y a des clients rigoureux, il y a des clients, je veux dire, qui sont fort demandeurs, hein, exigeants, rigoureux, enfin plutôt exigeants, des clients exigeants, et qui vont vous demander des choses quasiment impossibles à faire. Par exemple, il y a des sociétés informatiques qui fonctionnent, je veux dire, qu'avec une personne. Ouais, elle peut faire un petit programme. Ouais. Ben, si le client demande un petit programme, c'est possible. Mais si elle demande un très grand programme nécessitant de milliers de lignes de code, des algorithmes spécifiques, etc., elle n'en sera pas capable. Ouais, elle va essayer même de s'entourer de 3-4 personnes, et peut-être même avec 3-4 personnes, ça ne suffira pas. Donc, elle va faire face à la concurrence des grandes entreprises, de très grandes entreprises informatiques que l'on retrouve à l'étranger et qui font que ces entreprises-là ont pignon sur rue au niveau de la programmation et des besoins informatiques, puisqu'en fait, ils ont le personnel, un nombre de personnel voilà, immense et hyper qualifiés qui feront que elle pourra répondre aux exigences et qui sont réputées et reconnues dans le monde. Hein. Alors, par exemple, il y a des sociétés reconnues dans le monde qui font que bon, elles peuvent envoyer des informaticiens dans divers lieux de la planète pour résoudre des problèmes, spécifiques informatiques, bancaires ou autres, peu importe, pour créer des programmes spécifiques de télécommunications, etc. etc. Ben, tout ça fait par du personnel spécialisé d'informatique et qui font en sorte que ces gens-là, ben, ces entreprises-là, possèdent d'énormes programmeurs et peuvent faire ce qu'ils veulent. Attention que toutes les entreprises ne font pas tout elles-mêmes. Hein. Les entreprises, généralement, ils achètent parfois des algorithmes faits dans d'autres entreprises. Donc, vous voyez que même une entreprise qui a pignon sur rue, qui a des milliers de personnel en charge et qui est compétent, ils peuvent malgré tout acheter malgré tout ce qu'on appelle des logiciels, enfin des algorithmes spécifiques qui feraient, ou des calculs spécifiques feraient généralement établis par des mathématiciens, parce que ceux qui font les algorithmes, voilà, des algorithmes complexes faits par des mathématiciens qui vont programmer des algorithmes et qui vont les vendre, je veux dire, à des sociétés d'informatique qui vont les utiliser, je veux dire, dans leur programme. D'ailleurs, c'est pour ça que quand je dis on peut implanter n'importe quoi dans un programme, pourquoi? Parce que justement, c'est pour ça que est venue la programmation orientée objet. La programmation orientée objet, c'est qu'en fait, quand quelqu'un fait un bout de code, ben, on peut venir adjoindre des bouts de code provenant d'une multitude de voilà, d'une multitude de, comment est-ce qu'on appelle ça, de programmeurs ou d'équipes de programmeurs, peu importe, on peut les imbriquer les uns aux autres pour faire un programme complet. C'est ça l'avantage de l'orienté objet. L'orienté objet, c'est pas fait pour un programmeur programmer, dire, oui, il peut programmer en orienté objet, mais l'utilité de l'orientation objet est plus quand il y a, je veux dire, des imbrications de plusieurs programmeurs qui viennent imbriquer des bouts de code pour en faire un long programme. 2 millions des millions de lignes de code. Des millions de lignes de code. Voilà, parce que on ne peut pas demander à un programmeur de programmer des millions de lignes de code à lui tout seul, parce qu'il faudrait des années. Et le temps qu'il le fasse, le programme sera déjà obsolète le temps qu'il termine. Alors que quand c'est fait par de nombreux programmeurs, par des équipes de programmeurs, à ce moment-là, on comprend tout de suite que ça peut se faire aisément et répondre à besoin du client sur base, je veux dire, d'un temps fixé. On se dit, bon, pour telle date, il faudra terminer le programme, mais c'est possible pour des équipes de programmeurs. Si c'est pour un programmeur, si un programmeur tout seul devrait faire ça, ben, à ce moment-là, il passerait des années et le temps qu'il le fasse, ben, le programme sera déjà obsolète par rapport aux composants qui auront électroniques de la machine qui auront évolué, qui permettront plus
et qui permettront et qui feront en sorte que le programme qui a pris de nombreuses années pour un programmeur, mais il est déjà obsolète pour les nouveaux composants et le nouvel ordinateur en l'état actuel. Ouais, donc en fait, c'est bien ce que je disais. Donc l'orientation objet est faite surtout pour la programmation de divers programmeurs qui veulent imbriquer, je veux dire, chacun son bout de code de manière facile. C'est facile à imbriquer. C'est pour ça que je disais que on peut acheter un algorithme comment on appelle ça, un algorithme spécifique pour pour une équipe de programmeurs. Ils l'achètent, hein, et ils n'ont pas besoin de programmer, ils l'achètent et ils l'imbriquent en orientation objet, bien sûr sous base d'un cahier des charges, parce que à ce moment-là, la personne qui a fabriqué l'algorithme, bien sûr, le client, c'est l'équipe de programmeurs ici. Hein. L'équipe de programmeurs, c'est l'entreprise de programmation qui va demander via son besoin au programmeur qui construit l'algorithme de fournir l'algorithme pour qu'il soit imbricable. Donc l'entreprise de programmation ici va dire, écoute, bon, essaye de faire ça en programmation objet, faire ça comme ça, comme ça, comme ça, va lui donner des petites astuces pour essayer d'imbriquer. Bien sûr, il faut que ça s'imbrique. Hein. Si vous faites un algorithme qui n'est pas orienté objet, qui ne s'imbrique pas, s'il n'est pas orienté objet, il y a encore toujours moyen de l'imbriquer, c'est pas un problème. Mais pour l'imbriquer facilement en orienté objet, ben, on demandera que la personne le fasse en orienté objet, qui ait des paramètres spécifiques qui, bien sûr, qui vont se relier ensemble, hein, parce que s'il n'y a pas de lien, à ce moment-là, vous faites tout en structural, et en structural, à ce moment-là, vous l'imbriquez tout simplement en structural, ça, c'est pas un problème. En structural, il y a toujours moyen d'imbriquer, mais généralement, on demande de faire en orienté objet pour les imbriquer correctement. Et donc, l'orientation objet est faite justement pour la programmation, je veux dire, de divers composants qui vont venir, je veux dire, s'imbriquer et faire en sorte que vous allez avoir une marche fonctionnelle comme un moteur qui fonctionne avec tous ces organes qui fonctionnent. Vous allez avoir l'orientation objet qui va faire en sorte que tout va fonctionner, tout va être imbriqué, va fonctionner de manière organique et fonctionnelle. Voilà. Bien sûr, tout va fonctionner par rapport à une hiérarchie. Une hiérarchie en orienté objet, tout est hiérarchisé. C'est-à-dire, il y a des propriétés que vous allez aller chercher de certaines choses existantes. Et donc, vous allez vous imbriquer sur une hiérarchie, soit sur un du dessus. Comment est-ce qu'on appelle ça, un organe, parlons en termes d'organes, mais vous pouvez, les fonctions que vous avez créées peuvent s'imbriquer soit sur une classe, on va dire une classe du dessus ou qui est tout au-dessus, voilà, juste au-dessus ou tout au-dessus, voilà. On peut imbriquer les organes comme on veut, comme on insère des cubes les uns dans les autres qui rentrent, et on va rechercher les propriétés, je veux dire, au travers. On va chercher les propriétés, bien sûr, de certaines classes. Et on peut aller rechercher des fonctions aussi existantes. Voilà, tout est existant. Beaucoup de choses sont existantes, en tout cas. Beaucoup de choses sont existantes. Et il suffit de les exploiter et d'aller les rechercher. Et on peut imbriquer sur ces classes des nouvelles classes. Voilà. Pour créer, si vous voulez, des objets. Tout fonctionne sous forme d'objets et de fonctions et, voilà, et de classes. Voilà. Via une structure hiérarchique. On va dire ça comme ça. Bon, tout ça pour vous dire que le programme, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vous imbriquer par rapport à un client extérieur qui va vous apporter un algorithme pour fabriquer, on va dire, le programme. Voilà. Et donc, pour ça, il faut une étude. Est-ce qu'on est capable ou on n'est pas capable? Et il suffit pas. Moi, je peux venir avec un besoin. Vous êtes programmeur. Je suis sûr et certain que bon, si le besoin est trop développé, bien sûr, j'apporte les finances nécessaires, parce qu'un programme, c'est toujours des finances. Si j'apporte les finances nécessaires, mais je les apporte. Je dis, bon, voilà, autant, tu me fais ça. Mais c'est pas dit que le programmeur, s'il est esselé, saura le faire. S'ils sont deux, c'est pas dit qu'ils seront le faire. Parce que les programmeurs ont leur capacité. Ils ne savent pas tout faire. Tout faire, c'est-à-dire si le programme est hyper complexe, que ça demande
des millions de lignes de code. Les clients ne vont pas vous attendre pour faire des millions de lignes de code. Hein. On ne va pas vous attendre pour faire les millions de lignes de code. Il va demander une société plus évoluée, avec de nombreux programmeurs. C'est la capacité, parce que c'est encore pas dit que cette société-là a les capacités, parce qu'il y a des algorithmes spécifiques à faire et qui ne sont pas capables. Bon, ben, ils devront aller voir vers des sociétés spécialisées. Pour autant ils vont voir vers des sociétés spécialisées qui puissent imbriquer des algorithmes spécifiques pour les clients. Eh bien, attention que quand je dis algorithme, ça peut toucher tout et n'importe quoi comme algorithme. Hein. On peut avoir des algorithmes de transmission, des algorithmes de calcul, des algorithmes de tout ce qu'on veut, hein. Des algorithmes de transmission de données, des algorithmes qui ont à voir avec oui, avec la transmission de données. Voilà, avec les transmissions de données. Voilà, des algorithmes, on peut avoir des algorithmes sur tout et n'importe quoi. Voilà. Et c'est pas dit que bon, les algorithmes, c'est pas dit que vous allez trouver, hein, parce que bon, c'est comme dans la recherche, vous allez rechercher quelque chose, mais c'est pas dit que vous allez avoir une réponse. Et si vous faites perdre du temps au client en disant ouais bon, on est en train de chercher, et que vous trouvez pas, c'est un petit peu embêtant. Hein. Et beaucoup de chercheurs cherchent, mais ils trouvent pas. Il y a des chercheurs qui cherchent et qui n'ont jamais trouvé quelque chose. Hein. Ouais, ils ont cherché toute leur vie, ils n'ont rien trouvé. Ouais, ils ont eu le mérite de chercher. C'était leur métier, c'était chercheurs, et ils pensaient se tomber sur... Mais il y a des chercheurs qui, bon, ils ont cherché des choses, ils ont trouvé. Ouais, ils ont trouvé. Ouais. Mais généralement, les algorithmes, c'est pas dit que, bon, si on vous demande... Et parfois, en énoncé simple, on peut vous postuler un énoncé simple, le gars, il peut chercher pour toute sa vie, il ne trouvera jamais. Hein. Et ça existe des équations mathématiques, je veux dire, hein, qui sont sur une ligne. Sur une ligne, vous avez beau chercher, on n'a pas encore trouvé jusqu'à présent. Donc pour vous dire que n'allez pas croire que tout est simple. Hein. Tout est simple. Ouais, il y a une ligne, je vais le faire. Ouais. Ben moi, je peux vous donner des équations. Ben demain, vous serez court là. Dans un an, je viendrai vous chercher, ou dans 20 ans, ou dans 30 ans, je viendrai vous chercher pour vous dire, écoute, alors, tu as résolu mon problème. Voilà. Donc en fait, n'allez pas croire que tout est facile. Si tout était facile, bon, le monde irait comme sur des roulettes, mais c'est pas le cas. Je veux dire, il y a des gens, il y a des chercheurs, ils sont faits pour là, c'est pour chercher malheureusement, il y a des chercheurs qui ne trouvent pas. Voilà, il y a des chercheurs qui trouvent, ils ont trouvé un algorithme, d'autres ils ont cherché l'algorithme, et ils ne sont jamais tombés sur la solution. Et pendant ce temps-là, bon, le client, il a quand même besoin de l'algorithme pour faire tourner son, ouais, pour le client, Voilà. Donc ici, il faut faire une étude, et l'étude, elle est fondamentale. Ce qu'on appelle la conception, bien sûr, c'est une étude qui est conçue en fonction, bien sûr, après avoir lu, bien sûr, après avoir consulté, si vous voulez, le cahier des charges. C'est le cahier des charges qui va pouvoir dire, bon, est-ce qu'on est capable, on n'est pas capable, est-ce que c'est faisable, voilà, c'est ce qu'on appelle une étude, on va faire une étude de faisabilité, est-ce qu'on est l'entreprise en termes de taille, de notre taille que nous avons, est-ce que nous sommes aptes, nous sommes capables de répondre aux besoins du client? Ben, on va faire une étude d'abord, on va essayer de tirer notre épingle du jeu. Bien sûr, les gens qui vont faire l'étude devront être payés, et si malheureusement, à un moment donné, ils se rendent compte que bon, c'est pas faisable pour l'entreprise, là, pour cette entreprise-là, donc le client devra avoir vers une autre entreprise plus développée. Mais pendant ce temps-là, il faudra payer des programmeurs, enfin des gens qui ont refait l'étude, et une étude, ça coûte cher. Et donc en fait, autant le client il a intérêt à tomber directement sur sur l'entreprise qui va lui répondre directement à ses besoins. Parce que si commence à payer plusieurs études comme ça peut lui coûter énormément cher. Hein. Voilà, parce que ce sont des gens qui travaillent, et les gens qui travaillent, il faut les payer. Tout travail mérite salaire, donc on ne peut pas faire faire des études à des gens alors que, je veux dire, on les paye pas. Même si l'étude n'a pas été faite correctement, il faut quand même payer. Voilà, même s'il n'a pas été à son terme, même si il faut payer. Les gens ont travaillé, ils ont fait autant d'heures, il faut les payer. C'est comme ça, c'est la vie, c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Même si le client a perdu de l'argent parce qu'il a dû payer une étude à un bidon, voilà, mais ça arrive, bon, combien d'études, combien de projets sont tombés à l'eau. Bon, tout projet qui est entamé n'est pas forcément finalisé. Il y a des projets, énormément, si on comptabilise le nombre de projets qui sont tombés à l'eau, ça se compte pas dans les doigts d'une main, ça se compte par milliers. Hein. Voilà, les projets, bon, on se décide, bon, aujourd'hui je vais faire un projet, ben, demain je veux dire, ça tombe à l'eau pour plusieurs,
pour l'une ou l'autre raison, parce que les moyens ne suivent pas, le projet est trop conséquent par rapport à ce qu'on pense au départ, on n'est pas apte à faire un projet parce qu'il est trop difficile ce projet-là, voilà, voilà, c'est pas dans nos capacités, c'est pas dans nos cordes, voilà, un projet peut tomber à l'eau, vous n'allez pas croire que tout projet qu'on entame est finalisé, loin de là, hein. Il y a des projets de construction que ils commencent à faire des études, ils commencent à bâtir, et puis à un moment donné, boum, il se passe quelque chose, que le projet il est là, il n'est pas terminé, et il restera là pendant des années. Et c'est quelqu'un d'autre qui devra racheter la bâtisse qui est, je veux dire, à nu, comme ça, pour la refaire. Parce que en fait le projet a été, je veux dire, abandonné, parce que pour, on va dire que celui qui a construit le bâtiment n'avait plus les moyens pour l'une ou l'autre raison, on s'en fout. Peut-être qu'il a mal géré d'autres projets, il n'avait plus d'argent. Peut-être qu'il a pompé de l'argent de son entreprise et qu'il a plus d'argent pour faire le projet. Voilà, il a vu une manne d'argent, il a pris dans sa poche plutôt que de faire continuer le projet. Bon, et là, c'est sujet à discussion. Bon, pourquoi s'il n'a pas terminé ce projet, il y a mille et une je veux dire, raison. Voilà. Bon, ça, donc, c'est le client. Bien sûr, le client informatique sera l'utilisateur, hein. Donc, le besoin, le cahier des charges, le besoin, c'est dans le cahier des charges. Donc, en fait, ça, c'est sous forme de dossier. C'est des dossiers. Et là, bien sûr, le client, c'est l'utilisateur final, parce que c'est lui qui envoie au départ, mais en finalité, c'est lui qui va utiliser, parce que c'est bon, il y a un retour. Il envoie un cahier des charges justement, je veux dire, fasse toute une étude et lui élaborer un programme pour que il en soit l'utilisateur final. Voilà. Alors, quand on parle généralement d'études, généralement, c'est analysé, hein. L'analyse du projet, l'analyse du dossier, enfin du cahier des charges, l'analyse du dossier, l'analyse de tout ce qu'on veut, l'analyse de tout ce qu'on veut. Le client, on peut analyser le client aussi, parce que le client, on peut voir s'il est bizarre ou pas, ou si le client, c'est pas un escroc, hein, s'il veut pas nous rouler dans la farine, etc. Bon, on analyse de tout, on analyse tout. On analyse tout ce que le client veut, tout ce qu'il est marqué dans le dossier, que le client a demandé. Bien sûr, le client est aidé par un informaticien qui va, bien sûr, évaluer, parce que généralement, elle n'est pas toute seule, le client n'est pas tout seul, hein. Et il y a des informaticiens payés par la boîte qui vont venir poser des questions, je veux dire, au client pour savoir, je veux dire, en termes de besoin, ce qu'a réellement besoin le client, et l'informaticien peut l'aider à, je veux dire, on va dire, élaborer ses besoins. Bon, alors, l'étude étant faite, il y a ce qu'on appelle, vous voyez qu'ici il y a déjà du personnel qui est rentré en jeu, l'informaticien pour aider le client à repérer ses besoins, et l'étude pour qui va faire l'analyse de la faisabilité, l'étude du dossier, voilà, avant qu'un bureau d'études. Enfin, en fait, ça, c'est quelque part, l'étude, c'est fait par le bureau d'études, normalement. Ouais, en fait, l'étude, c'est fait par le bureau d'études. Voilà, le bureau d'études qui va lui élaborer, donc, comme je l'ai expliqué, donc les procédés, les process de traitement, et les outillages, je dirais même les outillages qui sont nécessaires. Et les outillages, vous comprendrez que c'est l'analyse. L'analyse et aussi, normalement, beaucoup de choses dans le bureau d'études. Là, va se faire beaucoup de choses, il n'y a pas que l'analyse, hein. Là, il y aura aussi ce qui va ressortir de ça. Bien sûr, il n'y a pas que l'analyse, il y en aura l'analyse. Il y aura la programmation, hein, la rédaction des instructions, la rédaction
rédaction, donc la programmation, l'analyse, la programmation. Bien sûr, il y aura un art programmatique à tout ça, hein. Il y aura un art programmatique avant de coder, parce que généralement, c'est des entreprises sérieuses. Toute entreprise sérieuse, quand elle commence à programmer, fait un art programmatique. La programmation, c'est quelque chose de complexe et diversifié dans son traitement, hein, parce qu'il y a une phase d'analyse, il y a une phase de programmation, il y a une phase de... Non, il y a une phase d'analyse. Non, à la base, il y a une phase, d'abord, c'est phasé, hein, il y a une phase de récolte d'informations, des besoins du client, ensuite, il faut analyser tout ça, il faut programmer, il faut mettre en possession le jeu d'instructions, voilà, rédaction des instructions, bien, l'art programmatique, comme je l'ai dit, vous voyez que c'est immense. Et puis, bien sûr, donc je vais changer le schéma, parce que c'est vrai qu'il commence à... Ici, j'aurai l'utilisateur, hein, ce qui est le client, l'utilisateur, hein, bien sûr, qui fournit un dossier aidé par l'informaticien, bien sûr. Et là, vous aurez, bien sûr, la programmation, l'analyse, l'arbre programmatique, jeu d'instruction. Voilà, je dirais même que le jeu d'instruction est ici. Jeu d'instruction. Voilà. Et bien sûr, vous allez me dire, ouais, quand le jeu d'instruction est fait, bon, supposez qu'il a acheté un algorithme, hein, possibilité d'acheter des algorithmes. Et possibilité d'algorithmes et de bout de code. Bout de code qui peut être acheté aussi, on peut acheter du bout de code. Parce que c'est vrai que copier du bout de code, logiquement on peut faire un programme assez facilement, comment par copiage, hein. Il y a des gens qui font que copier des bouts de code et ils réalisent tout un programme par copie, et ça va très vite d'ailleurs, hein. Il y en a qui sont capables de faire ça. Bon, ils vont chercher, surtout maintenant, auparavant c'était moins possible parce que les gens, hein, quand ils faisaient avant, les gens faisaient un programme et ils compactaient les données et bon, tout était compacté. Bon, pour aller voir le code, c'était presque quasiment impossible. Donc, mais maintenant, les bouts de code se retrouvent sur Internet, se retrouvent un peu partout, qui font que ces bouts de code-là, ben, je veux dire, on peut les utiliser à bon escient pour faire tout un programme. Donc, je veux chercher un bout de code, j'ai besoin de ça, je le tape, j'ai besoin de ça, je le tape, j'ai besoin de ça, je le tape. Voilà, on peut retrouver du code facilement sur Internet, c'est plus comme avant. Avant, des bouts de code pour le faire, c'était très complexe parce que je veux dire, si on n'arrivait pas, on n'arrivait pas. Maintenant, on va sur Internet, on n'arrive pas, bon, on va sur Internet, on va voir le bout de code et on le rapplique. On le rapplique en 2 temps de mouvement, il y a peut-être 400 lignes, hein, peut-être 400 lignes. Hein. Donc en fait, vous voyez, au niveau programmation, la performance que vous avez, en 5 minutes, vous copiez et puis vous changez les paramètres. Il suffit juste de changer les paramètres, mais généralement un programmeur, ici, les gens qui chipotent dans la programmation, si ça intéresse, ils savent modifier les paramètres. Ils modifient les paramètres nécessaires et ils font tourner le programme. Hein. Voilà, il y a des gens qui font tourner tous des programmes comme ça et ils font d'énormes programmes rien que par, comment on appelle ça, par copie. Par copie. Bon, donc ici, on va acheter donc des bouts de code, des algorithmes, on peut acheter des bouts de code. Maintenant, on peut copier des bouts de code, personne ne verra que vous avez copié, surtout que ce sont des choses qui tournent assez souvent dans la copie. Hein. Voilà, il y a encore des algorithmes qui sont, je veux dire, qu'on ne peut pas avoir, que personne n'a, mais il y a des algorithmes, beaucoup d'algorithmes qu'on s'est trouvés sur Internet, et donc on peut fonctionner sur la copie. Si c'est sur Internet, c'est pour pouvoir être copié. Hein. Voilà, et puis les programmeurs modifient, ils gagnent en temps de programmation, ils gagnent énormément, énormément. Donc on peut faire un programme, comme je vous le dis, très vite via des copies. C'est comme si vous devez monter un bâtiment, mais vous faites en préfabriqué, vous montez des grosses parcelles voilà, en préfabriqué. Vous avez votre maison qui est montée au bout de 3-4 semaines, elle est montée, à la place d'être montée en 6 mois. C'est un peu le même cas ici. En fait, c'est pour une question de productivité.
Et justement, en 2018, on recherche la productivité. Voilà. C'est fort important parce que ça a un effet direct sur le coût. Voilà. Bon, maintenant, après on va dire comment est-ce qu'on appelle ça, le jeu d'instruction qui met en place la rédaction des instructions. Bien sûr, vous comprendrez qu'il y a des essais. Hein. Comme tout ce qu'on a créé, ben, on essaye pour voir si c'est fonctionnel. Il ne suffit pas de dire, ouais, bon, j'ai créé un programme, ouais, bon, allez, tiens, je vais le donner à l'utilisateur. Ben, ça va pas comme ça. En fait, il faut faire des essais. Donc, vous voyez que c'est corps des coups, parce que les gens qui vont essayer le programme, attention qu'on peut avoir des utilisateurs. Hein. Pour avoir un utilisateur, comme je l'ai dit, si vous avez un utilisateur, on va créer un logiciel pour l'utilisateur spécifique, hein, mais il payera cher. Hein. Voilà, il paiera cher parce que c'est un logiciel uniquement pour lui. Maintenant, si c'est un logiciel sorti à grande production, ce sont des utilisateurs avec S. Voilà. Et donc là, on a intérêt à ne pas se tromper. Hein. Dans les essais, on n'a pas intérêt à se tromper parce qu'on va sortir ça des millions d'exemplaires pour des millions de personnes. Ben, s'il y a des bugs dans tous les sens, je veux dire, ça a intérêt à faire bien les choses au niveau de l'essai. S'il y a quelque chose qui ne va pas, mais on renvoie vers les programmeurs et on essaie de résoudre les solutions relatives à des bugs, ou des bugs. Des bugs informatiques, bien sûr. Bien sûr. Et après, quand les essais sont effectués, tout fonctionne normalement, pour ainsi dire, parce que généralement, les bugs, ils vont être vus quand ils vont être réellement utilisés sur toutes ces façons chez l'utilisateur. C'est l'utilisateur qui va dire, ah tiens, là ça va pas, parce que c'est lui qui va découvrir les bugs réellement chez l'utilisateur. Parce que les essais, oui, on va essayer de regarder, on va dire au vol. Mais après, l'utilisateur va vraiment aller dans tous les sens du programme et il va aller dans les recoins et il permettra de voir que certaines choses ne fonctionnent pas au niveau du programme. Et alors, bon, là, ils vont renvoyer, enfin, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont renvoyer, je veux dire, la liste des erreurs et là, on a une gestion statistique. Des erreurs. Et en fait, ils vont prendre en considération que ça c'est dû à quoi. On va essayer de remédier. Et après, quand ils vont remédier, ils vont faire une nouvelle version. Version 1, version 2, version 3. Jusqu'au moment où un jour ou l'autre, le programme est établi de manière très correcte. Et alors là, à ce moment-là, bon, comme ils tournent correctement, ben, après on va essayer de changer tout simplement la façon, on va rajouter de nouvelles fonctions, hein, je veux dire, et modifier, je veux dire, certaines zones de travail au niveau du plan de travail à l'écran pour que, je veux dire, on améliore les choses pour que ce soit plus, je veux dire, productif pour l'utilisateur. Voilà. Donc là, il y a plus une histoire de marketing qui va rentrer en jeu que pour les premières versions qui ont été, je veux dire, vraiment une mise au point délicate. La mise au point, les premières versions sont toujours des mises au point délicates. Et donc après les essais, ben, fatalement, vous comprendrez que c'est la mise au point. Voilà, vous voyez qu'il y a, ça nécessite beaucoup de choses. Hein. Je veux dire, donc ici après les essais donc, sur ordinateur, on a là les mises au point. Bien sûr, les mises au point sur ordinateur. Et après, bon, il y a encore une phase très importante que les gens n'aiment pas faire. C'est un travail très lourd qui est la rédaction des aides d'utilisation du logiciel ou du logiciel. Et là, c'est un travail très lourd. Les gens n'aiment pas faire ça. Voilà, et en fait, c'est avec des liens, des hyperliens qui font en sorte que vous pouvez vous balader dans une aide et qui expliquent tout le programme. Bon, les programmeurs ont donné doivent expliciter tous les jeux d'instruction, tous les jeux de fonctions, tous les jeux tous les jeux de fonctions, de fonctionnalités, de toutes sortes. Dans la rédaction des aides, il y a une multitude d'informations, c'est lourd. C'est quelque chose de très lourd que les gens n'aiment pas faire. Voilà, parce que je veux dire, la programmation, c'est... vous voyez que toutes les phases ici, pour payer tous ces gens-là, il faut énormément d'argent. Déjà, rien que pour faire une aide, ça prend pas 2 jours pour faire une aide, hein, ça prend des mois. C'est des mois parce que en fait, vous rédigez un livre. C'est rédiger un livre. Voilà, vous rédigez un livre, voilà, avec toutes les informations qu'on vous donne, vous rédigez un livre. Voilà, et si le programme comporte beaucoup de fonctions, ben, ça va être lourd à écrire tout ça. Voilà, donc ça ne suffit pas
d'écrire le jeu d'instruction, de faire l'analyse. Vous voyez que c'est immense, hein, faire un programme, c'est immense. Hein. Analyser le dossier, l'art programmatique, je veux dire, la programmation, apporter le jeu d'instruction, les essais, la mise au point, la rédaction des aides. Voilà. Et vous croyez que c'est fini là? Non, 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 c'est pas fini. C'est pas fini. Donc, ça, c'est vraiment une société d'informatique qui fait ça. Non, c'est pas fini. Et qu'est-ce que vous avez? Ben, quand l'utilisateur a reçu son programme tout fait, voilà, il a pu acheter son programme, ben, vous comprendrez qu'il y a le service après-vente. Hein. Voilà, le service après-vente. Donc, qui est toujours derrière. Et en cas de, voilà, de maintenance, mais c'est le service informatique, service après-vente qui va intervenir pour faire la maintenance du logiciel. Maintenant, on peut faire des maintenances par Internet. Hein. Voilà, on renvoie des mises à jour, hein, des mises à jour de certains programmes via Internet quand vous êtes inscrit pour un type de programme que vous avez acheté ou que vous avez, voilà, que vous avez acheté, etc. Bon, à côté de ça, vous avez bien sûr un bureau administratif. Hein. Bureau administratif, parce que tout ça, il faut gérer du personnel, hein, il faut gérer les clients qui vont acheter le programme, il faut gérer le personnel, faire la facturation, tout ça. Donc vous avez ce qu'on appelle un service, un bureau administratif, un service administratif ou un service, si vous voulez, un bureau des affaires générales qu'ils appellent ça, hein, pour évaluer, je veux dire, pour évaluer les coûts. Alors ici, pour ne pas être trop long, je terminerai euh, avec. Donc j'ai parlé du client, utilisateur, qui envoie un besoin et qui reçoit bien sûr le programme final. Le bureau d'études, bien sûr, qui fait toute cette analyse, la transcription, le rôle avec le rôle du service après-vente. Je vous ai parlé du bureau administratif quand tout était terminé, ben, c'est eux qui vont gérer donc, les affaires générales et évaluer les coûts. Le bureau des méthodes, hein, le bureau des méthodes, je vous ai parlé du bureau. Non, je vous ai parlé du bureau d'études. Le bureau des méthodes, c'est ce qu'on appelle le système. Il fournit donc les méthodes et procédures de traitement. Voilà. Et en phase de fabrication, qu'on appelle la production, ben, la fabrication, qu'est-ce qu'elle fait? Elle planifie, elle lance et exécute donc les traitements. Et c'est le bureau des méthodes qui fournit les méthodes et les procédures de traitement. Si on ne les achète pas, bien sûr, hein, à l'extérieur. Bon, comme il s'agit d'un projet, au niveau des utilisateurs, on a les utilisateurs, alors les clients, si vous voulez, de programme. Hein. Bien sûr, vous allez avoir une planification, puisque c'est un projet. Avoir une planification, généralement, une planification de tous les travaux, avec, voilà. Donc on va planifier, il y aura une phase de transcription, transcodage, transcription, voilà. Voilà, et puis après on jouera avec l'ordinateur. Bien sûr, on va sortir tout sur des listings, hein, des listings. On verra tout sur des listings. On sort sur papier et on discute sur papier qu'est-ce qui se passe, qu'il faut améliorer, s'il faut améliorer, s'il faut éliminer certains bouts de code, s'il faut, je veux dire, changer certaines choses. Voilà, c'est constamment, je veux dire, des échanges sans cesse, c'est sans cesse des échanges, hein, avec des lectures, bien sûr, de listing, voilà, de listing de code. Bien sûr, vous comprendrez que cette transcription, ce transcodage, avec mis tout sur ordinateur, bien sûr, eh bien, vous pourrez bien sûr mettre tout sera mis sur des, vous comprendrez, tout est mis dans des
Tout est mis dans des fichiers. Des fichiers. Ce ne sont que les programmes ne sont que des fichiers. Des fichiers de données. Voilà. Des fichiers qui sont interliés entre eux. Quand on sait qu'une base de données, qu'est-ce que c'est qu'une base de données? Ben, une base de données, ce ne sont que des fichiers. Hein. Voilà. L'informatique a une unité qui est le fichier. On met toutes les informations dans un fichier et on peut traiter ces fichiers. Voilà. Ce sont des grosses unités d'information, les fichiers. Et ces fichiers peuvent contenir des données, des tables, enfin, ils contiennent de l'information. Voilà. Et qu'une base de données est un ensemble de fichiers interliés entre eux de manière, bien sûr, relationnelle. Hein. Une base de données relationnelle. Voilà. Et donc, le bureau des méthodes, ou ce qu'on appelle bureau système, ben, le bureau système, c'est lui qui fournit les méthodes et les procédures de traitement. Bon, quand un programme est fait, en fonction des besoins du client, il y a certaines choses, il y a des choses système à entrevoir aussi. Hein. Des choses système à entrevoir. Est-ce que le programme qu'on a fait est compatible avec ces imprimantes-là? Avec les imprimantes. Est-ce que le programme qui est fait, est-ce qu'il est compatible avec les ordinateurs, les ordinateurs en présence? Voilà, avec les ordinateurs en présence, c'est-à-dire avec tel processeur, s'il a pas assez de RAM ou pas, s'il a beaucoup de RAM ou pas assez de RAM, voilà, avec la RAM, le processeur en présence. Ce qui va tourner sur telle imprimante. Et tout ça, il faut faire en sorte que le programme puisse tourner, bien sûr, dans tout ceci. Bon, il existe plusieurs types de programmes. Bien sûr, vous comprendrez et je terminerai avec ça. Il existe les programmes qui tournent en interne, comme je l'ai expliqué, et en externe, peuvent tourner en réseau. Par exemple, sur Internet, on peut retrouver des programmes qui tournent sur Internet, directement sur Internet. Mais il y a des programmes qui tournent, je veux dire, en interne. Bon, quelle différence entre l'interne? Bon, en interne, si vous avez mis vous avez bien protégé, si vous êtes bien protégé, ben on a les données qui sont plus ou moins sécurisées, plus ou moins. Je ne veux pas dire une sécurité totale, mais on est plus ou moins bien sécurisé. Si sur Internet, un antivirus, enfin avec une protection, l'Internet c'est toujours délicat. Hein. Toujours délicat. Voilà, on peut avoir un œil extérieur. Même d'ici, mais ici, il y a moyen de bien se protéger en interne. Voilà, ici, avec un programme en interne, il suffit que je coupe la connexion Internet pour que je veux dire, bon, je travaille en interne en toute sécurité. Sauf si quelqu'un a mis un ordinateur, un programme pendant qu'on était connecté sur Internet, qui mette un programme et puis qui viennent encore espionner, dire pendant que je ne suis pas sur Internet, il espionne en attendant. Oui, il y a moyen de faire ça. Mais généralement, ça, si vous êtes bien protégé, ça, il sera vu. Il sera vu. Ce programme-là sera vu. Donc si je ne travaille pas sur Internet et que je n'ai pas de logiciel d'espion, parce qu'en fait, si j'en avais un, si via ma protection, je l'aurais vu. Donc c'est qu'il n'y en a pas. À ce moment-là, bon, qu'est-ce qui se passe? Bon, si je ne travaille pas sur Internet, je suis en sécurité. Par contre, ici, quand on travaille avec un programme sur Internet, qu'est-ce qui se passe? Même avec les protections, on peut toujours avoir une vue extérieure sur votre programme. Et voilà. Et sachant qu'un programme, c'est fort. Est-ce que c'est important un programme? Bah oui. Bah oui, parce que dans les traitements des informations que j'avais commencé à parler au départ, il y a différents types d'informations. Informations de sécurité. De confidentialité, pardon. Qu'est-ce qui est confidentiel? Tout ce qui est rapport avec l'argent.
Parce que il y a toujours des petits malins qui vont s'intéresser, je veux dire, à l'argent de certaines sociétés. Ils vont savoir bon, combien elles ont, je veux dire, combien elles gagnent, etc., pour pouvoir avoir à les voler. Parce que le but de l'argent, c'est toujours s'intéresser à l'argent de quelqu'un d'autre si quelqu'un veut aller voler. Je sais pas moi. C'est dans ce but-là. Maintenant, il y a des confidentialités militaires. Hein, qui ont, voilà, des confidentialités, je veux dire, liées à la justice. Voilà, des confidentialités liées aux maladies. Des confidentialités liées à beaucoup de choses. Au voisinage. Confidentialité liée voilà. Et donc, faire attention au programme, quand on a un programme, ben, oui, à la recherche scientifique. Parce qu'il y a des pays qui viennent scientifiques. Il peut y avoir du piratage scientifique pour aller chercher ce qu'une entreprise a trouvé. Elle a trouvé voilà, pour pouvoir l'utiliser, le copier et l'améliorer. Voilà. Je crois que j'en ai terminé ici pour cette vidéo. Je vous remercie.